Humiliée par sa belle-mère, la jeune femme a planifié de l'empoisonner, mais quand elle a découvert qui elle était vraiment, il était déjà trop tard, et elle en a amèrement regretté. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Dans un petit village reculé de France, une jeune femme d'origine modeste, portant à la fois sur son visage la beauté et la détermination héritée de sa famille pauvre, se trouva confrontée à une nouvelle phase de sa vie. Célestine, avec ses yeux vifs et sa posture résolue, était toujours connue pour sa personnalité forte et parfois son tempérament rude. Cependant, ce trait de caractère n'a jamais éloigné Léon, un jeune charpentier du village, dont le cœur battait d'admiration pour elle. Après des mois de cours assidus, où chaque rencontre était un mélange de joutes verbales et d'échanges de regards chargés d'un amour timide mais profond, les deux se marièrent enfin. Le mariage, célébré dans la modeste église du village, fut un événement simple mais chargé de sens, avec des fleurs sauvages ornant l'autel et un chœur de voix discordantes des amis et de la famille entonnant des chansons d'amour. Après la cérémonie, Célestine déménagea dans la maison où vivait Léon avec sa mère, Madame Blanchard. La résidence, petite et accueillante, était située à l'extrémité du village, entourée de champs qui, en été, éclataient de tons de vert et d'or. Madame Blanchard, une veuve aux manières rigides et au regard qui dissimulait peu son scepticisme, accueillit sa belle-fille avec un mélange de réserve et de curiosité dissimulée. Au cours des premiers jours, Célestine se promenait dans la maison avec une prudence proche de l'anxiété. Elle s'efforçait de trouver sa place dans ce nouveau foyer, tout en s'adaptant aux attentes non dites mais clairement attendues par la matriarche de la famille. La tension entre les deux femmes était palpable. Célestine, habituée à prendre des décisions rapides et fermes, se trouvait souvent frustrée par les critiques voilées de Madame Blanchard. Lors d'une après-midi particulièrement tendue, alors que Célestine préparait le dîner, sa belle-mère s'approcha, l'observant d'un regard critique. « Tu devrais couper les oignons plus finement, ma chère », commenta Madame Blanchard, d'une voix portant plus qu'un simple conseil culinaire. Célestine, dont la patience était déjà à bout, répondit fermement mais sans élever la voix. « Madame Blanchard, dans la maison de mon père, nous avons toujours coupé ainsi. Léon ne s'est jamais plaint de mes plats. » Il y eut un moment de silence avant que Madame Blanchard ne pousse un léger soupir. « Tu as raison, Célestine. Peut-être que je devrais m'habituer à de nouvelles manières, » concéda-t-elle, offrant à sa belle-fille un rare et ténu sourire. Léon, entrant dans la cuisine à ce moment précis, sentit le changement subtil dans l'air. Avec un sourire soulagé, il dit « Je vois que les deux femmes les plus importantes de ma vie apprennent à cohabiter. » Il s'approcha de Célestine, lui embrassant le front avec tendresse, puis offrit un regard complice à sa mère, qui répondit par un mouvement de tête presque imperceptible. Dans cette petite maison nichée au bord du village, les jours s'écoulaient avec la lenteur caractéristique des endroits où la vie semblait tissée par les mains du temps, entrelacée de fils du quotidien et de traditions. Cependant, sous le toit de Léon et de ses deux chères femmes, une tempête silencieuse grandissait, alimentée par la divergence de deux personnalités fortement marquées. Célestine, avec sa fibre d'indépendance et un esprit habitué à la liberté des plaines ouvertes où elle avait grandi, se trouvait de plus en plus confinée non seulement par les murs physiques de sa nouvelle résidence, mais aussi par les strictes attentes de Madame Blanchard. La matriarche, une femme dont la vie avait été façonnée par la rigueur et la précision, voyait en sa belle-fille un esprit trop sauvage, un oiseau qui refusait obstinément de rester dans la cage des conventions. Les critiques commencèrent à devenir plus fréquentes. Pendant les repas, Madame Blanchard ne manquait pas l'occasion de commenter « Célestine, une nappe doit toujours être repassée, ne vois-tu pas que cela donne l'impression de négligence ?» Ou encore « Ma chère, les herbes du jardin doivent être taillées de manière uniforme, pas de façon si artistique. » Célestine, quant à elle, sentait l'irritation croître en elle comme une tempête. Seules réponses commencèrent à prendre un ton plus tranchant, un reflet de sa frustration. « Madame Blanchard, chez moi, nous valorisons le confort plutôt que les apparences, et en ce qui concerne le jardin, la nature ne pousse pas en ligne droite. » Un après-midi, alors qu'elle pliait du linge dans la petite cour derrière la maison, la tension atteignit un point critique. « Penses-tu vraiment qu'il soit logique de plier les serviettes de cette manière ? Ce n'est pas efficace.
dit Madame Blanchard, tenant une serviette mal pliée que Célestine avait laissée de côté. Célestine, dont la patience était déjà à bout, répondit avec une vigueur qui la surprit elle-même. « Peut-être, madame, que ce n'est pas une question d'efficacité. Peut-être qu'il s'agit de faire les choses d'une manière qui me rende heureuse. Je ne suis pas ici pour vivre votre vie. » Madame Blanchard recula, les mots de sa belle-fille la frappant avec une force inattendue. Ses yeux, pour un instant, montrèrent un éclair de compréhension, mais l'orgueil les voila rapidement à nouveau. « Ma fille, commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, tu dois apprendre à respecter les traditions de cette maison. » Léon, entendant la dispute de l'intérieur de la maison, ressentit une pointe de désespoir. Il aimait profondément les deux femmes et se trouvait déchiré par le conflit croissant. Cette nuit-là, tandis que la maison dormait, il s'assit dans la cuisine sombre, la lumière de la lune dessinant des ombres douces sur le sol en pierre. « Comment pouvons-nous faire fonctionner cela ?» murmura-t-il pour lui-même, une question qui semblait résonner à travers les murs, à la recherche d'une réponse qui pourrait guérir les fissures dans son foyer. Au fur et à mesure que les saisons changeaient dans le village français, apportant avec elles la fraîcheur du printemps et la chaleur étouffante de l'été, l'atmosphère à l'intérieur de la petite maison de Madame Blanchard devenait de plus en plus lourde et oppressante. La cohabitation entre Célestine et sa belle-mère avait dégénéré des disputes sporadiques en confrontations quotidiennes, et l'harmonie du foyer semblait être un souvenir lointain, perdu parmi les feuilles de l'automne passé. Célestine, malgré son esprit indomptable, se retrouvait dans une position délicate et désavantagée. La maison appartenait à Madame Blanchard, une femme de conviction ferme et d'attente encore plus stricte quant à la manière dont sa maison devait être gérée. Léon, aussi profondément qu'il aimait sa femme et désirait la soutenir, ne possédait toujours pas les moyens de soutenir un foyer propre, devenant ainsi, inévitablement, un médiateur souvent impuissant entre les deux femmes les plus importantes de sa vie. « Célestine, je t'ai déjà dit maintes fois que les repas doivent être servis ponctuellement à 6 heures, » réprimandait Madame Blanchard d'un ton sévère, tout en inspectant la cuisine méticuleusement rangée. « Et s'il te plaît, regarde comment tu as disposé les couverts. Ce n'est tout simplement pas correct. » Célestine, dont la patience s'érodait comme la pierre de la vieille fontaine au centre du village, répondait, son ton devenant de plus en plus froid et distant. « Madame, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour m'adapter à vos règles, mais vous devez comprendre que j'ai ma propre façon de faire les choses. » Un certain après-midi, alors qu'elle pliait des draps dans la cour, l'air frais ne suffisait pas à apaiser les esprits. « Tu dois plier cela plus soigneusement, Célestine. Nous ne préparons pas des ballots pour le marché, » s'exclama Madame Blanchard, visiblement exaspérée. Célestine prit une profonde inspiration, regardant le ciel clair dans l'espoir de trouver un peu de sérénité. « Madame Blanchard, j'essaie autant que possible de respecter vos règles, mais j'ai aussi besoin d'espace pour respirer, pour être moi-même. Il n'est pas juste d'être constamment corrigé pour chaque petite action. » Léon, percevant l'escalade des tensions, intervint avec une suggestion désespérée, essayant de trouver un terrain d'entente. « Maman, Célestine, pourquoi ne pas essayer d'établir de nouvelles règles ? Nous pouvons travailler ensemble pour créer un environnement où chacun se sente respecté et à l'aise. » Madame Blanchard, bien que réticente, réalisa le poids de la situation et, dans un rare moment d'introspection, accepta de considérer les suggestions de Léon. « D'accord, essayons. Mais j'espère que nous ferons tous des concessions. » Au fil des mois, les règles furent lentement ajustées, Célestine essayant de s'adapter aux exigences de sa belle-mère, tandis que Madame Blanchard, à son tour, essayait de laisser un peu de place à la personnalité et aux méthodes de sa belle-fille. Malgré les bonnes intentions, les ajustements étaient une solution fragile, maintenant une paix précaire qui dépendait de l'effort continu et de la bonne volonté de toutes les parties impliquées. Alors que les mois s'écoulaient, la vie sous le même toit que Madame Blanchard devenait de plus en plus insupportable pour Célestine. La jeune femme qui autrefois portait dans ses yeux l'éclat de l'espoir et de la joie, voyait maintenant ses lumières s'éteindre, obscurcies par la tension constante et l'air lourd des désaccords. Léon, quant à lui, se sentait divisé entre l'amour pour sa mère et pour son épouse, incapable de trouver une solution qui apaiserait les esprits sans sacrifier le bien-être des deux. Les derniers rayons de soleil luttaient pour s'infiltrer à travers les rideaux délavés de la fenêtre de la cuisine, où Célestine était plongée dans des pensées sombres. La cohabitation avec Madame Blanchard,
qui aurait dû être une relation de respect mutuel et d'apprentissage partagé, s'était détériorée au point que l'atmosphère à la maison devenait insupportablement étouffante. Chaque commentaire tranchant, chaque regard désapprobateur de sa belle-mère érodait lentement la santé mentale et la paix de Célestine. Le cœur lourd et l'esprit tourmenté, Célestine en était venue à envisager un plan terrible. Éliminer Madame Blanchard, la source de son tourment. Elle avait longuement réfléchi aux conséquences, oscillant entre la culpabilité et le désespoir, jusqu'à ce que l'idée d'une liberté possible, même entachée, commence à prendre forme. Planifier quelque chose d'aussi définitif et radical semblait être la seule issue à une vie d'oppression constante. Léon, l'époux bien-aimé, restait inconscient du désespoir croissant de sa femme. Il travaillait de longues heures dans la menuiserie, espérant un jour fournir suffisamment pour qu'ils puissent avoir leur propre foyer, loin des exigences strictes de sa mère. Cependant, Célestine savait que l'indépendance financière était un rêve lointain, et la patience, une vertu qui lui échappait de plus en plus rapidement. Dans la pénombre de ses pensées les plus sombres, Célestine se trouvait dans une impasse. Les disputes constantes avec Madame Blanchard avaient érodé son bonheur et sa patience au point de contempler une solution terrible et définitive. Dominée par le désespoir, elle envisageait d'empoisonner sa belle-mère, une idée qui l'effrayait autant qu'elle l'attirait, par désespoir de trouver une issue à la tension domestique incessante. Enveloppée dans son châle épais contre le vent glacial, elle parcourut les rues étroites, passant devant des maisons de pierre et de petits jardins, jusqu'à arriver à la modeste demeure de M. Dubois. La résidence était connue pour son jardin luxuriant, où toutes sortes d'herbes poussaient en harmonie sous les soins méticuleux du vieil homme. M. Dubois l'accueillit dans son atelier, une pièce remplie de vieux livres, de flacons d'essence et d'une table usée sur laquelle reposaient divers instruments de son art. L'air à l'intérieur sentait la menthe et le romarin, un parfum qui, d'une manière ou d'une autre, apportait déjà un soulagement au cœur tourmenté de Célestine. « Mademoiselle Célestine », commença le vieux sage, avec une voix rappelant le doux bruit des feuilles au vent. « Quel tourment vous amène en ce modeste lieu ?» Célestine, avec une sincérité nue, exprima les difficultés à la maison, les querelles constantes avec sa belle-mère et le désespoir de ne pas voir de solution. « Monsieur Dubois, je suis au bout de ma patience. J'ai besoin de votre aide pour trouver un moyen de vivre en paix, sinon je crains que mon mariage ne survive pas à cette tempête. » Dans la petite pièce sombre, éclairée seulement par des bougies projetant des ombres dansantes sur les murs remplis de livres et de bouteilles, M. Dubois, avec un regard sérieux et profond, écouta l'angoisse de Célestine. Ses mains calleuses manipulaient divers flacons et paquets, tandis qu'il réfléchissait à la situation avec une gravité qui rendait l'air encore plus lourd. « Ma jeune fille, » dit-il d'une voix basse et calme qui contrastait avec la tension dans le cœur de Célestine, « je ne peux pas vous offrir de solution immédiate pour éloigner votre belle-mère pour toujours sans éveiller les soupçons. Cependant, je peux vous donner quelque chose qui résoudra progressivement votre problème. » Il fit une pause, regardant directement dans les yeux de Célestine tout en lui tendant un paquet d'herbes soigneusement scellées. « Écoutez bien, vous ne pourrez pas utiliser ces herbes d'un seul coup, » continua-t-il, « car cela éveillerait des soupçons. Ce sont des herbes qui, disons, empoisonneront de manière très subtile. Tous les 2 jours, mettez-en un peu dans sa nourriture. Pour vous assurer que personne ne vous soupçonnera lorsque les changements commenceront à se produire, soyez extrêmement prudente et agissez de manière amicale avec elle. Ne discutez pas, traitez-la avec tout l'amour, comme si elle était la personne la plus importante de votre vie. Suivez mes instructions et votre problème sera résolu bientôt. » Célestine, bien que initialement choquée par le plan d'empoisonner quelqu'un, même sous la promesse que c'était quelque chose de subtil et indétectable, ressentit une étrange paix en acceptant le paquet. « Merci, monsieur Dubois. Je ferai comme vous m'avez instruit, » dit-elle, d'une voix tremblante qui peinait à cacher son nervosité. En quittant la résidence de monsieur Dubois, Célestine se sentait soulagée et portait un étrange mélange de sentiments. Il y avait quelque chose dans sa démarche qui révélait une nouvelle détermination, bien que son cœur soit enchevêtré dans un réseau d'émotions contradictoires. Elle serra le paquet d'herbes contre sa poitrine, courant sur le sentier serpentant de retour chez elle, ses pensées tourbillonnant furieusement avec les possibilités qui l'attendaient. Alors qu'elle approchait de la maison, l'image de Madame Blanchard, la figure imposante et austère de sa belle-mère, planait dans son esprit.
Célestine imaginait un avenir sans les réprimandes constantes, sans les regards désapprobateurs, un foyer où elle pourrait enfin respirer librement et vivre sans contrainte. C'était une pensée séduisante et, en même temps, un rappel de l'acte sombre qu'elle était sur le point de commettre. La porte de la maison grinça sous sa légère pression et elle entra, se dirigeant silencieusement vers la cuisine. Là, elle ouvrit le paquet et examina les herbes. Le subtil parfum qui en émanait semblait se mêler à l'air de la cuisine, promettant des changements imminents. Les mains tremblantes, elle commença à préparer le dîner, incorporant soigneusement les herbes dans la nourriture qui ne serait servie qu'à Madame Blanchard. Pendant qu'elle cuisinait, les pensées de Célestine divaguaient. Elle ne méditait pas sur les joies d'une vie sans sa belle-mère, mais plutôt sur l'amour que Léon portait à sa mère. La douleur qu'il ressentirait en perdant la matriarche de sa famille était quelque chose qu'elle n'avait pas pleinement pris en compte. Le poids de cette compréhension commença à s'installer, faisant tourner son estomac de culpabilité croissante. Pendant un moment, elle s'arrêta, la cuillère toujours à la main, le contenu de la casserole bouillonnant devant elle. Célestine réfléchit aux conséquences de ses actes, non seulement au chagrin de Léon, mais aussi aux possibles répercussions légales et morales qui pourraient suivre. L'idée d'être découverte, la possibilité de tout perdre, y compris l'homme qu'elle aimait, devint soudainement très réelle. Dans cet instant d'hésitation, la porte de la cuisine s'ouvrit et Léon entra, son visage illuminé par le sourire qui réchauffait toujours son cœur. « Ça sent délicieusement bon, ma chère, » dit-il, s'approchant pour l'embrasser. « Que prépares-tu avec tant de soin ?» La simple présence de Léon, sa proximité et sa chaleur, raviva la réalité de l'amour qu'ils partageaient. Célestine regarda son visage, cherchant dans les lignes de son expression l'homme pour lequel elle était tombée amoureuse, et sut ce qu'elle devait faire. Alors que les semaines s'écoulaient entre des jours de routine et des nuits silencieuses, Célestine suivait méticuleusement le plan qu'elle croyait être sa seule issue de la situation insupportable à la maison. Tous les 2 jours, avec une dévotion presque rituelle, elle préparait un plat spécialement assaisonné pour Madame Blanchard, s'assurant que les saveurs étaient suffisamment riches pour masquer toute trace des herbes qu'elle ajoutait secrètement. Avec une habileté croissante, Célestine explorait les recettes et les techniques culinaires, transformant sa cuisine en laboratoire de saveurs et d'arômes. Elle apprenait à faire des sauces riches et des ragoûts aromatiques, chaque plat plus délicieux que le précédent, proclamant toujours qu'il s'agissait de démonstration de sa dévotion au bien-être de sa belle-mère. « Madame Blanchard mérite le meilleur », disait Célestine avec un sourire, tout en servant le repas. La vieille dame, quant à elle, semblait apprécier les efforts, commentant à quel point les plats étaient exceptionnellement bons ces derniers temps. Avec les mots du vieux sage M. Dubois résonnant dans son esprit, Célestine a changé son approche de la vie domestique. La recommandation d'éviter les soupçons était devenue une mission quotidienne, la poussant à adopter une nouvelle attitude envers sa belle-mère, Madame Blanchard. Consciente de sa décision précédente et des révélations du sage, elle a commencé à maîtriser son tempérament, qui lui causait tant de problèmes. Les disputes qui enflammaient autrefois la cuisine avec des mots durs et des regards froids ont été remplacés par des dialogues plus calmes et une réelle tentative de comprendre les perspectives de Madame Blanchard. Célestine a commencé à obéir aux demandes de sa belle-mère avec plus de diligence, même lorsqu'elle était en désaccord intérieurement. Au lieu de répliquer, elle répondait désormais par un « Oui, Madame Blanchard » ou « Je ferai comme vous le suggérez ». Elle a remarqué que ces petites concessions adoucissaient non seulement l'atmosphère à la maison, mais réduisaient également la résistance de Madame Blanchard, qui semblait de plus en plus disposée à accepter les idées de Célestine lorsqu'elle se rendait compte que les siennes étaient respectées. Plus significativement, Célestine a commencé à traiter sa belle-mère comme sa propre mère. Elle s'efforçait d'inclure Madame Blanchard dans de petites décisions, demandait son avis sur les questions de la maison et montrait son appréciation pour les nombreuses années d'expérience que la plus âgée apportait au foyer. Avec le temps, ces gestes de respect et d'affection ont fait que la vieille dame a commencé à regarder Célestine non plus comme une adversaire, mais comme une véritable compagne dans la gestion du foyer. Madame Blanchard, se sentant valorisée et aimée, a commencé à changer aussi. Son ton s'est adouci, et elle a commencé à faire l'éloge de Célestine, non seulement en cuisine, mais dans de nombreux autres aspects de la vie domestique. « Tu as vraiment un don pour les fleurs », a-t-elle commenté un jour,
observant comment Célestine s'occupait du jardin. « Je ne les ai jamais vues aussi belles. » Ce changement a non seulement allégé la tension à la maison, mais a également apporté à Célestine un sentiment de paix et d'accomplissement qu'elle ne pensait pas possible. Elle a appris que la véritable force ne vient pas d'imposer sa volonté, mais de comprendre et de respecter les besoins et les sentiments des autres. En adoptant une approche plus aimante et respectueuse, Célestine a non seulement sauvé sa relation avec Madame Blanchard, mais a également cultivé un environnement domestique où tout le monde pouvait prospérer ensemble. Alors que le nouveau comportement de Célestine se consolidait dans un modèle de gentillesse et de patience, Léon a commencé à remarquer un changement tangible non seulement dans le climat de leur maison, mais aussi dans ses propres sentiments. La transformation de Célestine et sa relation avec Madame Blanchard ont apporté un nouveau type de paix au foyer, une que lui n'avait jamais connue auparavant, mais avait toujours désirée. Le comportement plus calme et l'approche attentionnée de Célestine envers sa mère non seulement atténuaient les tensions habituelles, mais enrichissaient également la dynamique quotidienne de la famille. Léon se retrouvait souvent à observer les deux femmes de sa vie partager un moment calme ou un rire, quelque chose qui était rare auparavant. Ce moment d'harmonie créait un environnement domestique qu'il appréciait profondément. Léon se trouvait de plus en plus charmé par la femme que Célestine était devenue. Le respect et l'amour qu'elle manifestait envers sa mère, une femme au tempérament fort et aux exigences fréquentes, reflétaient une maturité et une empathie qu'il admirait intensément. Sa passion pour elle, qui avait toujours été forte, commençait à se transformer en un amour plus profond et plus riche, basé non seulement sur l'attraction physique ou émotionnelle, mais aussi sur un profond respect pour sa bonté et sa force de caractère. La nuit, quand le silence enveloppait la maison et qu'il se retrouvait seul, Léon exprimait souvent son admiration et sa gratitude. « Tu as changé notre maison, Célestine, » disait-il, en tenant ses mains avec tendresse. « Tu as apporté la paix dans un endroit que je craignais de voir se défaire. Je t'aime davantage chaque jour pour cela. » Célestine, quant à elle, se sentait gratifiée et accomplie. La reconnaissance de Léon validait non seulement ses efforts, mais renforçait également le lien entre eux. Chaque mot de gratitude et chaque geste affectueux de sa part remplissait son cœur de joie et réaffirmait sa décision de transformer la dynamique familiale pour le mieux. Avec l'atmosphère de leur maison transformée en un havre de paix et de compréhension, Léon retrouva une nouvelle énergie et une concentration qui se refléta directement dans son travail. Le climat harmonieux à la maison lui permit de mieux dormir, de se réveiller plus revigoré et de se consacrer avec un nouvel enthousiasme à ses tâches quotidiennes. Son rendement ne passa pas inaperçu, et en quelques mois, il reçut une promotion significative, accompagnée d'une augmentation de salaire et de plus de responsabilités. Cette promotion fut un jalon important pour la famille. Avec l'amélioration de la situation financière, Léon et Célestine purent envisager des projets qui semblaient auparavant hors de portée. La possibilité d'économiser de l'argent, voire de commencer à envisager l'achat de leur propre maison, devint une réalité tangible. De plus, ils purent commencer à investir dans de petits luxes et améliorations pour la maison, rendant la vie quotidienne plus confortable et plus joyeuse. Madame Blanchard, en témoignant des changements positifs dans le comportement de sa belle-fille et du succès de son fils, ressentit une profonde fierté et une acceptation croissante de Célestine comme faisant partie intégrante et vitale de la famille. Les anciennes réticences qu'elle entretenait commencèrent à disparaître, remplacées par un sentiment de gratitude et d'affection. La paix à la maison avait créé un cercle vertueux, alimentant le succès professionnel et personnel. Léon, reconnaissant l'influence directe d'un foyer harmonieux sur sa vie professionnelle, partageait souvent avec Célestine à quel point il appréciait ses efforts et son dévouement pour transformer l'atmosphère familiale. « Tu es la véritable architecte de notre bonheur », lui disait-il, la regardant avec un mélange d'admiration et d'amour. « Tu as apporté la paix dans notre maison, et cela m'a donné la force d'accomplir davantage au travail. Nous sommes une équipe, et je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés. » Au fil du temps, la transformation dans la maison de Léon et Célestine devint encore plus profonde et tangible. Madame Blanchard, observant les efforts sincères de Célestine pour créer un environnement harmonieux, commença à reconnaître la valeur et la bonté de sa belle-fille. Peu à peu, la matriarche de la famille ouvrit son cœur, permettant qu'une relation véritablement affectueuse s'épanouisse entre elles. Madame Blanchard commença à faire délibérément des efforts pour plaire à Célestine,
non seulement en reconnaissant ses efforts, mais aussi en cherchant activement à comprendre et à valoriser ses sentiments. Elle commença à partager ses propres expériences de vie, non plus comme des leçons ou des critiques, mais comme des histoires destinées à renforcer leurs liens. Cet échange créa un lien de confiance et de respect mutuel, permettant aux deux femmes de se soutenir dans les moments difficiles. Les 6 mois de cohabitation paisible apportèrent des changements significatifs pour tous dans la maison. Célestine, désormais plus calme et moins encline à s'énerver, trouva une nouvelle sérénité qui l'aidait à affronter les défis quotidiens avec le sourire. La communication entre elle et Madame Blanchard devint empreinte de gentillesse et d'empathie, remplaçant les anciennes disputes par des dialogues constructifs. Cette nouvelle dynamique eut un impact profond sur la vie de tous. Madame Blanchard, autrefois rigide et critique, montrait désormais un côté plus doux et accueillant, louant souvent Célestine pour ses compétences culinaires améliorées et la manière attentionnée dont elle s'occupait du foyer. En réponse, Célestine ressentait une admiration et un respect croissant pour sa belle-mère, appréciant sa sagesse et son expérience de vie. Cette nuit-là, après avoir célébré l'anniversaire de Madame Blanchard avec un dîner soigneusement préparé par Célestine, l'atmosphère dans la maison était remplie de rires et de remerciements. La table avait été ornée des fleurs préférées de belle-maman, et les plats reflétaient les recettes traditionnelles que Madame Blanchard appréciait tant. Tout s'était déroulé à merveille, avec des mots gentils et des souvenirs partagés, faisant de cette occasion un véritable portrait de l'harmonie qui régnait désormais dans le foyer. Après que Léon et Madame Blanchard se soient retirés, Célestine resta seule dans la cuisine pour nettoyer et ranger. Alors qu'elle lavait la vaisselle, un profond silence l'envahit, accompagné d'une vague de réflexion intense. Le doux bruit de l'eau courante se mêlait aux pensées qui l'assaillaient désormais. Célestine commença à ressentir un poids émotionnel auquel elle ne s'attendait pas. Un profond sentiment de culpabilité pour ce qu'elle avait envisagé de faire dans le passé. Elle se souvenait comment, il y a des mois, elle avait cherché Monsieur Dubois avec le cœur rempli de désespoir, cherchant un moyen de se débarrasser de sa belle-mère. Le souvenir de ce moment, maintenant contrastant drastiquement avec l'affection et le respect qu'elle éprouvait pour Madame Blanchard, fit naître chez Célestine un profond sentiment de culpabilité. Les larmes commencèrent à perler dans ses yeux alors qu'elle réfléchissait à quel point elle avait été proche de commettre un acte terrible, guidée par l'aveuglement de son propre ressentiment. La réalité de sa croissance personnelle et du changement dans sa relation avec Madame Blanchard devinrent des sources de gratitude, mais aussi de regret pour ses pensées antérieures. Célestine était désormais pleinement consciente de la valeur inestimable de la vie de sa belle-mère et de tout ce qu'elle avait apporté à la famille, quelque chose qu'elle n'avait pu percevoir que grâce à la transformation de leur relation. Au milieu de ces émotions tumultueuses, Célestine décida qu'elle devait faire quelque chose pour se réconcilier complètement avec son passé et sa conscience. Une fois qu'elle eut fini de laver la vaisselle, elle se rendit dans le salon où Madame Blanchard se reposait, lisant tranquillement. « Madame Blanchard », commença Célestine, hésitante mais déterminée à exprimer ses sentiments. « Je voudrais vous remercier non seulement pour aujourd'hui, mais pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour Léon. Je sais que nous n'avons pas toujours été proches, mais je valorise vraiment tout ce que vous représentez pour nous et je suis reconnaissante pour chaque moment que nous avons partagé. » Madame Blanchard, surprise et touchée par la sincérité de Célestine, posa son livre de côté et répondit avec un sourire chaleureux et compréhensif. « Ma chère, nous traversons tous des moments difficiles, mais ce qui importe vraiment, c'est comment nous grandissons et apprenons grâce à eux. Je suis aussi reconnaissante que vous fassiez partie de nos vies. » Alors que Célestine et Madame Blanchard partageaient ce moment de réconciliation et de gratitude, un incident soudain interrompit la sérénité de la conversation. La vieille dame se mit soudainement à tousser, une toux sèche qui s'intensifia rapidement, la faisant perdre l'équilibre et démontrant une faiblesse soudaine. Célestine, effrayée, se leva rapidement pour l'aider, mais c'est Léon qui accourut auprès de sa mère, la tenant fermement et l'aidant à s'asseoir sur le canapé le plus proche. « Tout va bien, maman ?» demanda Léon, son inquiétude clairement perceptible dans sa voix. Madame Blanchard, essayant de reprendre son souffle entre les accès de toux, fit signe de la main, essayant de minimiser la situation. « Ne t'en fais pas, mon fils, » dit-elle d'une voix rauque. « Ce dernier jour, je me sens un peu patraque, mais je pense que ce n'est qu'un rhume.
C'est courant à cette période de l'année, avec les changements météorologiques si fréquents. Léon, bien qu'il veuille croire aux paroles de sa mère, ne put s'empêcher de ressentir une angoisse au fond de lui. L'intensité de la toux et la faiblesse soudaine étaient préoccupantes. Célestine, quant à elle, observait la scène avec un mélange de peur et de compassion, se demandant comment elle pourrait aider. Madame Blanchard, peut-être serait-il préférable d'appeler un médecin, juste pour être sûr que ce n'est rien de plus sérieux, suggéra Célestine, sa voix chargée d'une inquiétude sincère. Madame Blanchard, initialement réticente à l'idée d'une consultation médicale pour une affaire qu'elle considérait comme mineure, finit par accepter après l'insistance de Léon et de Célestine. « D'accord, vous avez raison, » consentit-elle enfin. « Il vaut mieux être prudent. » Léon prit rapidement le téléphone et appela le médecin de famille, expliquant les symptômes de sa mère et demandant une visite dès que possible. Pendant qu'ils attendaient l'arrivée du médecin, Célestine prépara une tasse de thé chaud avec du miel pour Madame Blanchard, essayant d'offrir un peu de réconfort. Cette nuit-là, tandis que Madame Blanchard reposait sous les soins de Léon, Célestine ressentit un poids écrasant de culpabilité et de regret, toujours tourmentée par l'idée que ses actions passées auraient pu contribuer à l'état de santé de sa belle-mère, même si les herbes données par M. Dubois étaient inoffensives et censées être curatives. Elle décida qu'elle avait besoin de réponses et peut-être d'une façon d'expier ses erreurs. Elle se leva brusquement, attrapant son manteau tandis que la confusion se lisait sur les visages de Léon et de Madame Blanchard. Sans offrir beaucoup d'explications, émue par un besoin urgent d'agir, Célestine quitta la maison, laissant derrière elle un Léon inquiet qui ne put que la regarder disparaître par la porte. La nuit était froide et le vent soufflait sur son visage, comme s'il essayait de la ramener à la sécurité de son foyer. Mais Célestine était déterminée. Elle marcha rapidement dans les rues sombres jusqu'à la modeste maison de M. Dubois, où elle avait cherché conseil tant de mois auparavant. En arrivant, elle frappa à la porte avec une urgence qui reflétait le tumulte dans son cœur. M. Dubois répondit après quelques instants, son expression de surprise cédant bientôt la place à de l'inquiétude en voyant l'état perturbé de Célestine. « Ma chère, qu'est-ce qui t'amène ici si tard et dans cet état ?» demanda-t-il, la guidant à l'intérieur de sa maison chaleureuse et accueillante. « Monsieur Dubois, » commença Célestine, presque à bout de souffle, « j'ai besoin de votre aide. Je pensais que les herbes que vous m'avez données, que j'avais commis quelque chose de terrible, et maintenant ma belle-mère est malade, et je ne peux m'empêcher de me sentir coupable de tout cela. S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour l'aider à guérir, pour réparer cela. » Quand Célestine est arrivée chez M. Dubois, son angoisse était palpable. Entre les sanglots, elle avoua son inquiétude, convaincue qu'elle avait empoisonné sa belle-mère, maintenant si chère à ses yeux. « Monsieur, je vous en prie, aidez-moi à empêcher le poison de tuer ma belle-mère. Elle est devenue une femme agréable, et je l'aime comme si elle était ma mère. Je suis tellement repentante, et je ne veux pas qu'elle meure à cause du poison que je lui ai donné. » Après avoir entendu la confession chargée d'angoisse, M. Dubois ne put s'empêcher de laisser échapper un léger rire, réalisant à quel point la jeune femme était profondément affectée par ses propres craintes. L'expression de Célestine était celle d'un désespoir total, accrochée à chaque mot du vieux sage. « Ma chère Célestine, » commença-t-il, toujours avec un sourire aux lèvres, « ce qui a été fait, en effet, ne peut être défait. » Il fit une pause dramatique, observant l'inquiétude monter sur le visage de la jeune femme. « Les herbes que votre belle-mère a ingérées sont puissantes, et leurs effets ne peuvent vraiment pas être interrompus, ayant été administrés pendant si longtemps. » Célestine sentit son cœur s'arrêter. Ses pires craintes semblaient se confirmer. Cependant, avant qu'elle ne puisse succomber au désespoir, M. Dubois continua, gardant toujours une touche de mystère dans sa voix. « Mais ma jeune amie, vous ne devriez pas vous inquiéter. Les herbes que je vous ai données sont en réalité bénéfiques pour la santé. Elles ont été conçues pour renforcer le corps, améliorer le dynamisme et favoriser une longue vie. » Le soulagement qui suivit fut presque palpable. Célestine respira profondément, sentant le poids du monde se lever de ses épaules. La peur d'avoir causé un dommage irréparable à sa belle-mère disparut, remplacée par une immense gratitude envers M. Dubois et sa sagesse. « Vous m'avez fait peur, monsieur !» s'exclama-t-elle, un rire nerveux s'échappant entre ses mots. « Je pensais au pire. » M. Dubois acquiesça de la tête, compatissant. « Je sais, ma chère,
Il était nécessaire que vous voyiez la gravité de vos pensées et actions, même si elles étaient fondées sur des malentendus. Souvenez-vous toujours que le pouvoir de guérir ou de blesser réside souvent non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos intentions et croyances. Monsieur Dubois, observant la transformation du soulagement et de la compréhension sur le visage de Célestine, décida de approfondir la leçon qu'elle devait apprendre. Avec une voix sereine mais emplie de sagesse, il commença à expliquer « Célestine, tu es venue vers moi il y a quelque temps, chargée de peur et de désespoir, cherchant une solution que tu pensais être la seule issue à tes problèmes. Le véritable poison, ma chère, n'était jamais dans les herbes que je t'ai données. Il résidait dans tes attitudes et dans ton esprit. Le ressentiment, la peur et la colère que tu nourrissais étaient les véritables poisons menaçant de détruire non seulement ta vie, mais celle de tous ceux autour de toi. » Il fit une pause, laissant ces mots pénétrer profondément, puis continua. « Pourtant, ce que tu as fait avec ces herbes, l'amour et les soins que tu as commencé à offrir à ta belle-mère ont transformé non seulement ta relation avec elle, mais aussi toi-même. Le véritable antidote à tout poison que nous portons dans notre cœur est l'amour. Lorsque tu as changé tes attitudes, lorsque tu as rejeté le poison des sentiments négatifs et l'as remplacé par l'amour, tu as guéri non seulement ta belle-mère, mais aussi toi-même. » Célestine écoutait attentivement, les paroles du vieux sage résonnant dans son cœur. Elle ressentait chaque mot comme une vérité révélée, comprenant maintenant que les batailles que nous menons sont souvent internes et que la guérison vient d'un changement de perspective et d'attitude. « Poursuis ce sentiment d'amour, Célestine, » conseilla Monsieur Dubois, « et tu verras que non seulement la santé physique, mais aussi la paix et le bonheur dans ta famille continueront à croître. Tu as déjà vu les merveilleux résultats que cela peut apporter. » Alors que des larmes de soulagement coulaient sur le visage de Célestine, elle exprima sa dernière préoccupation à Monsieur Dubois, encore incertaine de l'état de sa belle-mère. Mais elle a dit qu'elle se sentait malade. Êtes-vous sûr que ce n'est pas quelque chose causé par les herbes ? Monsieur Dubois, avec un sourire rassurant, répondit « Ma chère, les herbes que je t'ai données sont connues pour leurs bienfaits pour la santé et sont incapables de causer du tort. Ta belle-mère est probablement juste enrhumée, ce qui est courant à cette période de l'année. Les rhumes peuvent rendre n'importe qui indisposé, mais cela passera. » Elle continuait. « Il est important de se rappeler que même avec tous les soins du monde, nous sommes encore sujets à de petits maux, comme les rhumes ou les grippes, surtout lorsque les saisons changent. Cela ne reflète pas une condition plus sérieuse ou quelque chose que tu as causé. Depuis ce jour transformateur, la maison de Léon et Célestine a prospéré, reflétant l'harmonie et l'amour qui imprégnaient désormais chaque aspect de leur vie. Léon, avec la tranquillité d'esprit acquise à la maison, a pu se consacrer avec encore plus de vigueur et de passion à sa carrière. Sa promotion précédente n'était que le début. Il a continué à grimper, atteignant de nouveaux sommets professionnels qui semblaient auparavant inaccessibles. Chaque succès au travail était attribué au soutien et à l'ambiance paisible que Célestine et sa mère avaient y créée à la maison. Célestine, de son côté, vivait un moment magique et transformateur. La découverte de sa grossesse apportait une nouvelle couche de joie et d'attente à la famille. Elle et Madame Blanchard, qui était maintenant plus une mère qu'une belle-mère, partageaient une relation profondément enracinée dans l'amitié et le respect mutuel. Ensemble, elles planifiaient et rêvaient de l'arrivée du nouveau membre de la famille, avec Madame Blanchard offrant des conseils précieux et des expériences de sa propre maternité. La préparation pour le bébé est devenue un projet commun qui a encore plus uni la famille. La chambre du bébé a été décorée avec amour et attention à chaque détail, reflétant l'attente et l'affection que tous ressentaient. Madame Blanchard, avec son expérience, aidait à choisir les meilleurs matériaux et designs, tandis que Léon s'assurait que tout soit parfaitement en ordre. La transformation de Célestine était également évidente dans d'autres aspects de sa vie. Elle s'est impliquée plus activement dans la communauté, participant à des groupes de soutien pour les femmes enceintes et les nouvelles mères, où elle partageait son histoire de réconciliation et d'amour. Son histoire inspirait d'autres femmes, montrant comment le pardon et l'empathie peuvent changer des vies. Les soirées à la maison de Léon et Célestine étaient désormais remplies de rires, de conversations et de projets pour l'avenir. L'amour que chacun ressentait pour l'autre et pour la famille qu'ils construisaient ensemble était palpable. Ils réfléchissaient souvent à la manière dont les épreuves qu'ils avaient traversées avaient renforcé leurs liens, et comment la sagesse partagée par Monsieur Dubois avait été essentielle dans leur parcours.
Cet air de prospérité et de bonheur ne faisait que croître avec le temps. L'arrivée du bébé, quelques mois plus tard, était célébrée comme une étape d'une nouvelle phase de vie, pleine de promesses et de nouvelles aventures. Léon et Célestine, avec Madame Blanchard, regardaient vers l'avenir non seulement avec espoir, mais avec la certitude que l'amour et la compréhension qu'ils partageaient seraient-ils la clé pour surmonter tout défi qui pourrait se présenter. Ensemble, ils continuaient à prospérer, portés par la certitude que l'union familiale était leur plus grande force.